sera posé le 15 décembre. On referme ce flash à Beson, où c'est un gymnase qui va prochainement ouvrir ses portes, et ce 7 mois après l'incendie du gymnase Pierre de Coubertin. Installé rue de l'Agriculture, ce gymnase provisoire accueillera dès le mois de janvier les scolaires ainsi que la section basket de l'Union des sections omnisports de Beson. Démontable et d'une superficie de 875 m², il a coûté au total 325 000 €, découvert en grande partie par l'indemnisation de l'assurance, et sera exploité pendant environ 2 ans, le temps de la construction d'un nouveau gymnase définitif. Merci Alexis Dubochel. Nous vous retrouverons à 12h15 pour un autre point sur l'actualité valdoisienne. Il est l'heure de retrouver le bar de l'économie. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve demain matin entre 7h et 9h pour une nouvelle matinale. La place à Florence Fleur pour l'émission Le bar de l'économie. Bonjour. Bonjour à vous. Christophe qui fait la matinale. Alors vous parlez bien près du micro et mettez-le bien, voilà. Parce que la pointe est bien en haut, donc il faut... Quand on le micro, pas à ce point-là, mais presque. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Christophe. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle matinée d'infos économiques, enfin 90 minutes avec vous. Et vous allez voir, ça va être passionnant. Aujourd'hui, on va parler scientifique, enseignement, métier des ingénieurs, métier technique, ou pas toujours d'ailleurs, métier d'informatique, enfin bref, de l'évolution des métiers et des formations scientifiques. Et puis nous allons bien sûr vous donner les infos du jour. Pour débattre de tous ces sujets, j'accueille tout de suite Patrick Selos, bonjour. Bonjour à vous. Vous présidez PM Initiative qui réalise des études de faisabilité technico-économique de projets ou des opportunités de développement des entreprises. En fait, vous êtes un accélérateur de start-up. Et puis aussi, vous présidez l'Association des ingénieurs scientifiques de France pour la région Île-de-France. C'est une association nationale qui fédère 180 associations de diplômés et d'anciens élèves d'écoles d'ingénieurs et puis aussi une trentaine de sociétés d'ingénieurs et de scientifiques. Elle est reconnue d'ailleurs utilité publique. À vos côtés, Jean-Claude Couberman, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un retraité actif, vous présidez la délégation des ingénieurs scientifiques de France au sein de l'IESF et vous êtes en charge des relations avec les entreprises et puis vous êtes aussi trésorier du bureau des régions. Par ailleurs, vous êtes un membre du conseil d'administration de l'Union des ingénieurs CNAM, c'est-à-dire des anciens élèves en fait du CNAM. Et puis, dans votre vie, vous avez travaillé pour des marques importantes. Et je voudrais les citer. Donc, il s'agit entre autres, bien sûr, je ne vais pas tout citer, mais Bombardier Transport, Magneti Marelli, le groupe Matra Solex, bien connu pour ceux qui aiment l'industrie. Et vous avez dirigé des usines de production, entre autres dans vos responsabilités. Donc, on sera intéressé avec vous de voir l'évolution des métiers d'ici les 20 prochaines années. Et puis surtout, où en sont les entreprises françaises, où en est l'industrie surtout. Voilà, et quel changement. Et puis enfin, à vos côtés, bien sûr, notre start-up du jour, Jean de la Vallée Poussin, bonjour. Bonjour. Vous avez créé Mage 44, un éditeur de logiciels dans la gestion des licences informatiques, et vous commercialisez Samwise, qui est votre solution de gestion de licences. Alors c'est vendu en mode SaaS, ça c'est un peu technique, mais voilà. Mais on va vous demander à quoi ça sert d'être un éditeur de logiciels qui gère nos propres gestions de licences. Personnellement, je ne savais même pas que ça existait. Donc voilà, on en découvre tous les jours. Mais tout de suite, comme d'habitude, c'est les infos du jour. Et bien sûr, la première info, c'est une info IDFM. C'est la suppression des pénalités de 15 € en cas de paiement des impôts par chèque. Et oui, pour le règlement des impôts, vous pouvez maintenant payer à nouveau par chèque. Souvenez-vous, nous étions obligés de payer pour tout montant supérieur à 1 000 € via le site impôts.gouv, donc de manière numérique, directement prélevé sur notre compte bancaire. Eh bien, c'est fini depuis le 7 décembre. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action des comptes publics, a demandé à l'administration fiscale de ne pas poursuivre les contribuables récemment concernés et même de rembourser tous ceux à qui une pénalité a été appliquée. Voilà, donc si vous n'avez pas encore payé, parce que certains n'ont pas encore à payer leur taxe d'habitation pour le mois de décembre, eh bien vous n'êtes pas obligé de le payer de manière numérique. Vous pouvez envoyer un chèque, contrairement
à ce qui avait été voté en 2016 sous Hollande. Deuxième info du jour, eh bien c'est le bilan des manifestations du 8 décembre à Paris, le bilan des dégradations dans les commerces et dans les services constatés par la Chambre de commerce d'industrie de Paris, d'Île-de-France et du Val d'Oise qui nous en informe. Eh bien c'est quand même très grave. 140 entreprises ont été fortement impactées, vitrines détruites, traces de fumée, magasins pillés, conduisant dans certains cas à la fermeture de commerce et donc à la mise au chômage technique des salariés ou au chômage tout court. Et puis 102 entreprises ont été plus légèrement impactées, donc les vitrines étoilées, fendues ou rayées, tags, jets de peinture ou décorations de Noël dégradées. En tout, ça fait donc 246 entreprises. Et pour mémoire, ce sont manifestement des dégâts en termes de localisation qui sont dans les quartiers Haussmann, Saint-Augustin, Saint-Honoré, Saint-Lazare, les grands magasins bien sûr, donc tout le quartier de l'Opéra, Hoche, enfin tout ce qui est autour des Champs-Élysées, mais aussi tout ce qui est autour de la Bourse, parce que là aussi il y a eu des dégradations, et puis dans le 17e arrondissement de Paris, tout ce qui est le quartier Terne, Courcelles et Wagram. Bien sûr, les équipes de terrain de la CCI ont observé que beaucoup sont des agences bancaires, des opticiens, des pharmaciens, des commerces d'articles de sport, des matériels technologiques et de vêtements. Des pillages de marchandises ainsi que des saccages ont eu lieu fréquemment. Et je vous ai cité donc le ras-le-bol, je vous ai cité les arrondissements de Paris, et bien sûr, on peut imaginer le ras-le-bol croissant de tous ces patrons qui sont donc des commerçants. Voilà. Au cours des 2 derniers samedis, ce sont près de 500 entreprises et commerces de services qui ont été affectés donc sur les 2 week-ends. Et donc, je vous répète, 246 sur le week-end dernier uniquement. C'est tout de même triste. Dernière info du jour, eh bien, c'est le SMIC, les heures supplémentaires défiscalisées et la prime de fin d'année, et puis la CSG, les 4 annonces d'Emmanuel Macron avant-hier. Donc, le président a décrété un état d'urgence économique et sociale lors de son allocution lundi. Je ne vais pas répéter en détail les mesures. Elles ont assez été donc répétées sur les grands médias. Mais du coup, je vais vous expliquer qu'est-ce que le budget de l'État et puis surtout le coût. Eh bien, toutes ces mesures, c'est 10 milliards d'euros en moins pour l'État. Alors, qu'est-ce que le budget de l'État? Eh bien, c'est un prévisionnel qui est constitué par un ensemble de documents qui doit être voté par le Parlement, qui prévoit et autorise les ressources et les charges de l'État pour chaque année. Alors on peut dire que c'est un acte d'autorisation annuelle de perception des impôts et de dépenses publiques, et c'est pour ça que le Premier ministre doit, à chaque fois que quelque chose est annoncé par le président de la République, eh bien le Premier ministre doit après retourner devant l'Assemblée nationale pour expliquer les mesures et surtout bien sûr les faire voter par les députés. Donc il suit des règles précises de présentation et de vote par le Parlement afin de retracer de manière lisible et sincère l'intégralité des recettes et des charges de l'État. Les crédits alloués sont spécialisés par programme en fonction des objectifs de la politique publique auxquels ils contribuent et le gouvernement ne peut en principe, sauf de manière limitée et encadrée, modifier leur destination sans solliciter une décision d'autorité budgétaire, c'est-à-dire aux députés. Voilà, donc les lois de finances sont des actes juridiques et politiques et leur contenu ne se réduit pas à la description du budget de l'État. Elles peuvent aussi comporter des recettes directement affectées à des personnes morales autres que l'État, par exemple, un prélèvement de recettes au profit des collectivités territoriales ou de l'Union européenne, des dispositions fiscales notamment affectant des modifications sur les impôts locaux, voilà. Et puis certains services de l'État dépendent pour fonctionner de budgets annexes, par exemple le contrôle et l'exploitation aérien ou encore la publication officielle d'informations administratives ou bien des comptes spéciaux qui sont des comptes d'affectation, ça peut être des comptes de commerce, des comptes d'opérations monétaires ou des comptes de concours financiers. Je vous en reparlerai demain en détail pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc la suite demain, je vais juste vous citer la situation, je vais juste vous donner plutôt la situation mensuelle budgétaire au 31 octobre. Elle était donc, eh bien, le compte s'établit à moins 87 milliards d'euros, contre 77 milliards d'euros il y a un an. Donc on a moins 10 milliards en plus. Ça c'est le solde. Les dépenses du budget général atteignent 282,8 milliards d'euros, donc contre 277,9 milliards d'euros au 31 octobre 2018.
tandis que les prélèvements sur recettes s'établissent à 49,7 milliards d'euros à fin octobre, contre 50,5 l'année précédente. Voilà, les recettes, eh bien, elles s'établissent à 254 milliards d'euros donc cette année, contre 260 milliards d'euros à fin octobre 2017. Donc on voit qu'on est en dessous des recettes espérées. Voilà, donc les comptes spéciaux, par contre, s'établissent à moins 8,6 milliards d'euros à fin octobre 2018, contre moins 8,9 milliards d'euros en 2017. Voilà pour les infos du jour. Je vous donnerai un petit peu plus, je vous expliquerai un petit peu plus sur les recettes et le budget de l'État demain. Et puis tout de suite, notre jolie pause musicale. On se retrouve tout de suite après. Voilà. Vous voulez commenter? Non? Pour l'information, j'ai pas mal de statistiques concernant justement la parité homme-femme à l'intérieur du métier d'ingénieur. Ah bah très bien. Et c'est très surprenant. À savoir qu'il y avait par exemple en 1976 850 femmes ingénieurs qui étaient diplômées dans l'année pour 9400 garçons. Et aujourd'hui, il y en a 10 950. Des femmes? Des femmes pour 27 400 hommes. Ah, il y a une belle progression. Voilà. Comment? Elle se réveille. Le pourcentage, ça représentait 8,4%, maintenant ça représente 28,5%. Vous vous rendez compte donc la progression Donc en combien de temps? en l'espace de 40 ans. 40 ans. C'est long. Moi je me souviens lorsque j'étais au lycée, il y avait... C'est pas une beaucoup, seule j'allais femme. dire. C'est J'allais long, dire mais- c'est pas beaucoup, mais bon, c'est déjà un premier pas. Parce que bon, à partir du moment où le taux a dépassé les 15 à 20%, on peut considérer que l'image de la femme à l'intérieur de l'entreprise, elle, avait complètement changé. Et on considérait non pas la femme comme un supplétif, mais véritablement comme un acteur de l'économie. On C'est va ça en qu'il faut parler. voir. De toute façon, je sais que les entreprises, elles adorent les femmes ingénieurs parce qu'elles les estiment plus sérieuses, plus... je sais pas. Mais ils ont une autre façon d'approcher la résolution de problèmes. Les problèmes sont vus différemment. Et c'est normal. Or, la société, elle est constituée à la fois d'hommes et de femmes. Donc, il est de bon ton. Quand Oui, on a un il était problème, d'avoir effectivement une complémentarité. Il était temps, mais moi qui suis allée dans des lycées dans 2 lycées, je suis allée l'année dernière. Je demandais aux premières, c'était surtout des terminales, mais il y avait aussi quelques premières. Je leur demandais, les jeunes, comme les filles, comme les garçons, est-ce que vous savez ce que vous allez faire? Les filles, elles ne savaient pas. Non. Et pourtant, elles étaient en S. Hein. C'était des La personnes dernière de... chose que je voulais vous dire, c'est donc le salaire moyen, donc l'éventail moyen, enfin moyen annuel France pour un ingénieur débutant est de 35 000 euros. Oui, bon, on va en parler de tout ça. Je m'en doute. Et oui, est-ce que les écoles ont la capacité d'accueillir, s'il y avait le double par exemple, est-ce que les écoles ont la capacité d'accueillir? Bon, oui, on trouverait des places. On trouverait des places. On trouverait des places. C'est comme toute chose, l'offre crée sa propre demande. Oui. Les écoles restent quand même une unité économique en tant Mais je crois que telle. l'école de Mondeveux, elle a doublé. En 2 ans, ils ont doublé le nombre Voilà. d'élèves. C'est une question, je pense que c'est une question On va y de retourner, on va y volonté. aller. Et donc surtout un mariage aussi entre l'aspect universel de l'éducation et l'aspect entrepreneurial. Si vous avez un mix des deux, l'éducation plus in situ dans l'entreprise, là vous aurez effectivement de grandes opportunités. Allez, on y retourne. Voilà, nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons formation scientifique, ingénieur, métiers techniques, enseignement, industrie. Voilà nos thèmes du jour, l'industrie et toutes les formations qu'elle propose et dont elle a besoin surtout. Et pour cela, j'ai à mes côtés Patrick Selos, qui préside PM Initiative, Jean-Claude Kuberman, qui lui préside la délégation des ingénieurs et scientifiques de France, donc de l'Île-de-France en particulier, et puis Jean de la Vallée-Poussin, qui lui a créé Mage 44, un éditeur de logiciels dans la gestion de licences. Alors justement, Patrick Selos, alors déjà vous présidez PM Initiative, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites et quels sont les besoins des entreprises industrielles en matière d'aide à projet.
Alors, concernant donc EPM Initiative, donc c'est un accélérateur de start-up qui relie des compétences d'associés dans différents domaines, par exemple la finance, la technologie, donc le commercial, ou parfois donc l'international, et qui donc œuvre pour aider les start-up en devenir, et non pas, je dirais, en finalité, les start-up qui commencent véritablement sur le marché, on les aide donc à accélérer leur mise sur le marché en ayant donc véritablement étudié l'ensemble des points nécessaires à la réussite. Parce qu'il ne faut pas oublier que 90% des startups qui se lancent sur le marché vont échouer dans les années qui vont suivre. Or, nous nous efforçons de diminuer ce taux de 90% le plus bas possible, de manière à assurer donc un véritable succès. Alors, comment vous sélectionnez, si je puis dire, les startups que vous accompagnez? Je dirais que c'est très simple. La start-up, au niveau du produit, lorsque vous avez un produit quelconque, donc vous avez inventé quelque chose, je dirais que ce n'est pas tellement ça l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel dans une start-up? C'est l'équipe qui a créé ce produit. Si vous avez un feeling donc, avec cette start-up, avec cette équipe, vous avez, je dirais, confiance sur le produit qui va être élaboré par cette équipe. Si vous avez un doute sur la crédibilité de l'équipe, quel que soit le produit, là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et donc, pour nous, la sélection donc, des projets, on reçoit des centaines de projets, c'est est-ce que ça va matcher avec le jeune homme ou la jeune fille qui viendra nous voir en disant « Tiens, j'ai une idée formidable ». Si elle arrive à nous présenter son équipe autour d'elle, alors là, on dit « Bon, allez, on fait un deal ». D'accord. Et donc, cet accompagnement, après, se passe comment? Alors, cet accompagnement, c'est donc des rencontres, des téléphones, donc c'est ensemble, on élabore un business plan, excuse-moi, c'est des termes un peu techniques peut-être, donc on élabore un ensemble donc, de dossiers, on dit tout de brut par exemple, donc dès que la personne arrive dans la salle, on lui dit « présente-moi ton projet pendant 1 minute ». Et donc, à chaque fois, oui, on va pitcher, donc. On va pitcher, exactement. Mais une fois qu'ils ont l'habitude de faire ça, on s'aperçoit que du coup, ils ont beaucoup plus d'aisance à aller à l'essentiel du projet, qui n'est pas, je dirais, la solution. L'essentiel du projet, c'est quoi? L'essentiel, en fin de compte, c'est donner une réponse à des gens qui ont une douleur. C'est-à-dire qu'ils attendent quelque chose parce qu'ils ont mal. Et donc, le porteur de projet est un docteur qui peut soigner. Alors, ça dure combien de temps, cet accompagnement? Alors, cet accompagnement dure en général 2 à 3 ans. 3 ans. 3 ans, voilà. Donc, vous avez une spécialité, c'est de prendre plutôt des projets industriels, puisque notamment parce qu'on dit qu'en France, on n'a pas assez d'industrie. D'ailleurs, on est quand même un peu les derniers de la classe par rapport à l'Italie, par exemple. On a encore beaucoup de développement à faire. Et on n'a que 5000 entreprises industrielles en France, alors qu'il y en a 10 000 en Italie. Est-ce que vous avez vu des pépites arriver que vous estimez dans les prochaines années qui vont... Je ne sais pas. Est-ce qu'on va pouvoir, par exemple, on ne fait plus de machines à laver, ce qu'on appelle le blanc, l'industrie du blanc, on ne fait plus de machines à laver en France. Est-ce que vous pensez que ça va revenir, cette catégorie? Aujourd'hui, enfin, sur le plan de la technologie, donc, je pense qu'on est arrivé presque à un sommet donc, dans l'utilisation, dans l'invention de nouveaux produits. Et donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de développer davantage l'usage de ces produits. Donc développer par exemple des outils nous permettant de dépenser moins d'argent, moins d'énergie, avoir moins de place, donc être plus rapide. Vous voyez, donc je dirais que les fondamentaux sont présents aujourd'hui au niveau des technologies. Reste maintenant donc à les mettre dans le 21e siècle en plein. Donc on va rentrer dans l'économie de la sobriété, si je vous ai bien compris. Tout à fait. Bon, enfin, au niveau de la transition écologique, on pourrait peut-être en parler également, mais c'est tout de même c'est vraiment ça. Voilà, donc là-dessus, les Français sont présents, les jeunes travaillent sur tous ces domaines de la transition énergétique, par exemple, ou c'est ça que vous voulez nous dire? Oui, tout à fait. Les jeunes sont très sensibles à cette transition énergétique, écologique, et sont vraiment donc en plein dedans, et ils ont en permanence le souci d'inventer des moyens, des algorithmes nous permettant de faire des économies dans toutes les dimensions.
Nous, on n'est même pas au courant, en fait. C'est ça que vous voulez nous Pas dire. du tout au courant. Donc, on n'imagine même pas les économies. Je pense que ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'imagine même pas les domaines où on pourrait faire des économies, c'est ça? Et c'est ça qui est important, c'est qu'on n'imagine pas du tout ce type de solution. Je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsque vous voulez trouver une solution, vous dites je vais chercher une solution, non, vous n'allez pas la trouver. Par contre, si vous regardez autour de vous comment fonctionnent les gens, comment les gens se déplacent, comment ils mangent, comment ceci, comment cela, vous allez trouver peut-être une idée qu'il va falloir creuser, développer de quelque chose qui n'existe pas. Alors, justement, pour faire tout ça, on a besoin d'ingénieurs, d'hommes et de femmes. On en est où actuellement dans la formation des ingénieurs? Combien y a-t-il d'hommes? Combien de femmes? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'historique? Donc, les formations d'ingénieurs, c'est quelque chose de très ancien en France. Et la particularité, justement, française, ce sont les écoles d'ingénieurs. Donc, les écoles d'ingénieurs qui remontent quasiment au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle. Vous avez ces écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, donc, il y a un organisme qui contrôle ces écoles d'ingénieurs de manière à les habiliter à délivrer un diplôme. On appelle ça la commission du titre d'ingénieur, vulgairement appelée la CTI, et qui habilite donc les établissements à délivrer ce diplôme. En France, aujourd'hui, il y a 205 établissements, qu'ils soient au niveau des écoles d'ingénieurs, mais également dans les universités qu'il ne faut pas oublier. Donc, ils sont labellisés CTI, hein, c'est comme un label. Donc, finalement, si on veut choisir une formation d'ingénieur, il faut prendre c'est ça que vous voulez nous dire, il faut prendre une école qui a le label CTI, c'est ça? Voilà. Sinon, il vaut mieux pas y aller. Alors, combien y a-t-il d'écoles? Et puis, parlez-nous aussi de la... Enfin, peut-être que Jean-Claude Couberman veut intervenir également. D'abord, j'interviendrai. Patrice, en tant que président, vous a fait un topo assez complet du panorama. IESF rassemble quand même 180 associations d'ingénieurs. Et il y a d'autres écoles d'ingénieurs plus petites, qui ne sont pas forcément homologuées CTI, mais que nous accueillons également comme membres éventuels. Ces écoles d'ingénieurs, il était évident, travaillent en relation avec les entreprises. Et ça, c'est extrêmement important de les développer. Et de les développer sous une forme comme les forums que nous avons entre les entreprises et les écoles d'ingénieurs. Je pense qu'il faut aller de l'avant dans ce domaine, surtout essentiellement dû au changement qui se passe. Le monde évolue très vite. Alors, on a parlé tout. Oui, attendez, parce que là, moi j'ai quand même plusieurs questions. Alors là, vous êtes en train de me parler de la formation donc, dans les écoles. Mais avant qu'on parle de la formation et qu'on rentre dans le système de la formation des ingénieurs, combien y a-t-il de jeunes femmes et combien d'hommes? Quelle est la proportion hommes-femmes, s'il vous plaît, qui actuellement entrent en école d'ingénieurs? Bon, déjà, il faut voir qu'au niveau national, il y a à peu près 1 million d'ingénieurs. Donc 1 million de diplômés qui travaillent, ça représente entre 4 et 5% de la population active. Jean-Claude Couberman. Il ne faut pas oublier les scientifiques et les chercheurs non plus. Bien sûr. À peu près 200 000, soit d'abord de ma part. Donc 1 200 000 ingénieurs et scientifiques chercheurs. Voilà. Patrick Solos. Voilà, donc, excusez-moi. Donc, du coup, quand on regarde le pourcentage hommes-femmes, déjà, chaque année, on forme au niveau des établissements ingénieurs, j'entends bien, donc hors docteurs qui sont à la hauteur de 17 000. Hors les chercheurs, oui. Voilà, donc parmi les chercheurs, on forme de 38 400 en 2016 par an d'ingénieurs. Et ce qui est important de noter, c'est la part des femmes, donc, qui est donc, dans ces statistiques, il y a donc 28% de femmes. Alors vous me direz 28% de femmes, bon, d'accord. Mais quand vous comparez par rapport à 1976, en 1976, il y avait 8,4% de femmes, c'est-à-dire qu'il y avait 850 femmes diplômées chaque année. Aujourd'hui, vous en avez 11 000. D'accord, donc la proportion, c'est rien à voir en fait. Ça n'a plus rien à voir. Et si vous avez aujourd'hui un surcroît... Donc en 30 ans, c'est énorme. Énorme. Voilà. Et donc les femmes sont appréciées en tant que... Alors pourquoi les femmes sont appréciées? Alors, les femmes sont appréciées donc... pour leur qualité professionnelle déjà, il ne faut pas l'oublier, elles ont une bonne formation, donc on apprécie leur formation d'ingénieur, mais les femmes sont également appréciées parce qu'elles ont une autre manière de voir, l'homme a sa façon de voir les choses en tant qu'homme, il est structuré de cette façon, il regarde des choses, il voit des choses, les femmes regardent et voient des choses différemment. Or, la société est constituée d'hommes et de femmes, donc si vous faites un mix des deux,
vous avez davantage de réponses aux problèmes qui nous entourent actuellement. Un meilleur produit, peut-être. Voilà, un meilleur produit, peut-être plus facile d'utilisation, plus développé au niveau esthétique. Enfin, bon, est-ce qu'on est dans la partie droite de l'intelligence ou dans la partie gauche? Ça, oui, cerveau gauche, cerveau droit, c'est ce que vous voulez nous dire. Ça, je ne sais pas, personne ne peut répondre à la question. Alors, on va continuer parce que, en fait, les écoles d'ingénieurs, ça fait peur. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le concours pour certaines de maths sup, maths spé, c'est-à-dire passer 2 ans à faire que des maths et de la physique, sans pied dans l'entreprise, et ça fait peur à beaucoup de jeunes. Moi, je sais que la majorité des jeunes actuellement, eh bien, préfèrent faire une école intégrée, où ils espèrent rentrer, bien sûr. Ils ont 2 ans de formation, mais j'allais dire, c'est peut-être un peu plus pragmatique, même si on travaille peut-être différemment, on travaille peut-être tout autant, je ne sais pas. Ça, moi, j'y suis pas, mais la plupart préfèrent. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser, Jean-Claude Kuberman, de ces formations? Comment on pourrait les améliorer? Et est-ce que finalement, c'est indispensable de passer par ce fameux concours maths sup, maths spé, puis après les concours de ce qu'on dit les grandes écoles? Alors, je pense qu'on n'est pas prêt de se passer déjà de ces concours d'entrée dans les grandes écoles en particulier. Et vous pourrez s'en passer. Je pense qu'il y a quand même un niveau d'admission nécessaire pour intégrer ces écoles. Par contre, il faut savoir que les universités commencent aussi à former des ingénieurs. Je pense à l'université, nous pensons à l'université Paris Diderot, qui est d'ailleurs dont un des membres au niveau du conseil d'administration de IESF Île-de-France est partie prenante. Et cette université, et il y en a d'autres, commence à former environ une cinquantaine d'ingénieurs. Alors à Paris, il y a Paris, il y a Diderot. À Cergy, il y en a 8. À Valenciennes, il y a aussi des formations d'ingénieurs. Et ce qui est intéressant, c'est de les former en même temps par alternance. Je crois que l'alternance a sa voie, et c'est probablement une voie importante à développer dans le futur. Donc l'ingénieur, par l'alternance, c'est une voie, il faut la pousser, c'est ça que vous dites? Qu'il faut pousser. Alors, en 2 mots, pourquoi? Un ingénieur ou un élève ingénieur qui intègre une entreprise a toutes les chances déjà d'avoir un emploi à la sortie. Bien souvent, je n'ai jamais vu d'échec. Même si, au début, chez Bombardier en particulier, nous avions 3, 4, 5 ingénieurs qui se formaient dans l'entreprise. 50% en gros, 50% en entreprise, 50% en études. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'on acquiert en même temps l'expérience de l'entreprise, on développe sa connaissance de l'entreprise, et d'une part, ensuite on se fait connaître, et c'est gagnant-gagnant, d'une certaine forme. Et ça, je plaiderais beaucoup, et beaucoup de personnes plaident pour cette connaissance de l'entreprise et cette formation. Il faut savoir aussi que quand on accepte, quand on a des élèves qui viennent visiter une entreprise, c'est la première fois qu'ils voient une entreprise, et c'est très intéressant de découvrir l'intérêt qu'ils portent à l'entreprise et les métiers qu'ils découvrent. Donc ça, c'est fondamental et il faut les développer. Alors, est-ce que la réforme du baccalauréat dans les années à venir, vous pensez, est déjà une première marche pour réformer cette formation? L'image est bonne, c'est vraiment une première marche. J'y crois fondamentalement, et je pense que ça permettra d'aller beaucoup plus loin dans ce domaine. Alors, pourquoi les choses changent très vite dans notre monde? On a parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle, le numérique, de révolution numérique. Ça a d'ailleurs été un des thèmes du MEDEF, la France dans 20 ans. Ça a été le monde dans 20 ans, la France dans 20 ans, et les entreprises dans 20 ans. Ça a été au niveau des universités d'été, vraiment un très très beau forum. Mais dans ce domaine, je crois que nous ne voyons pas assez loin. Et nous ne prenons pas les virages assez rapidement. Je pense que la Chine et les États-Unis prennent des virages beaucoup plus rapides. Alors le hiatus, le problème en France, c'est que vous dites que les formations n'ont pas pris le virage assez rapidement. Pas suffisamment. Je ne dis pas qu'on ne le prend pas, on ne va pas assez vite. On va pas assez vite. Qu'est-ce qu'il faudrait que les écoles fassent alors? Alors je pense qu'il faudrait déjà avoir une idée des futurs métiers qui viendront et qui devront exister et qui vont exister. Mais est-ce qu'on le sait déjà? On va manquer de main-d'œuvre. Est-ce qu'on le sait déjà, ces métiers? On sait que nous aurons besoin des métiers, comme dans le domaine de l'informatique, alors on a parlé du numérique, de l'intelligence artificielle, ces métiers vont devoir être, je dirais, développés. On a actuellement des problèmes
d'embauche dans certains métiers. Lesquels, par exemple? Dites-nous. Dans tout ce qui est industriel ou cosmétique ou médicaux. Dans ces domaines-là, nous manquons de ce métier. Et ce n'est pas négligeable. Donc il faut pouvoir couvrir l'ensemble de ces métiers. Au niveau du numérique, au niveau de l'intelligence artificielle, il va falloir développer des experts, il va falloir développer des personnes qui vont pouvoir intégrer ces entreprises. 3 domaines d'avenir, donc le domaine de la cosmétique, le médical, le numérique et l'informatique, bien sûr. Tout à fait. Alors je pense que le fait d'intégrer des élèves, de les emmener dans les entreprises, visiter des entreprises, et également que les entreprises puissent faire des forums en entreprise, expliquer les métiers, vont pouvoir catalyser et donner une impulsion nécessaire dans ce domaine pour pouvoir justement former les futurs techniciens ou ingénieurs dont nous allons avoir besoin. Alors, vous avez dit, je reviens sur ce que vous dites que les métiers du futur, on sait déjà ce que c'est. Alors, citez-nous, donc, quels sont les métiers du futur où on manque, citez-nous concrètement. On va parler de sécurité. Au fur et à mesure où on va plus loin dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, on va parler de cybersécurité. Là, nous aurons besoin d'experts. Là aussi. C'est fondamental. Par exemple. Donc ça fait 4. Jean de la Vallée. Parce que là, voilà. C'est vrai que la sécurité est essentielle. Il y a aussi un autre élément qui, je pense, est important, c'est que l'ingénieur n'est plus là pour pouvoir sortir un produit purement technique. Il doit aussi avoir cette intelligence et ce pragmatisme de l'utilisateur. Voilà, donc qu'est-ce que l'ingénieur en 2018, c'est quoi un ingénieur finalement? C'est quelqu'un qui peut vraiment avoir ce sens de comprendre le besoin de l'utilisateur et de le retranscrire, et d'avoir en même temps cette hauteur pour arriver à prendre l'ensemble des éléments et trouver la meilleure solution pour pouvoir l'apporter. Moi, je vois dans mon cas personnel. Donc, je rappelle que vous êtes dans l'édition de logiciels. Voilà. Et j'ai monté mon associé, qui lui est ingénieur, hein, il sort de Supélec. Il a une belle première expérience en tant qu'ingénieur. Et s'il arrive justement à avoir un produit qui répond aujourd'hui vraiment aux utilisateurs, c'est parce qu'il a cette hauteur. C'est parce qu'il arrive à comprendre les tenants et aboutissants, à être à l'écoute des besoins fonctionnels. Et donc ce n'est pas juste un technicien, c'est quelqu'un qui arrive à interpréter et à trouver les meilleures solutions techniques pour apporter justement une réponse concrète et utilisable par quelqu'un comme moi qui sort d'un monde complètement différent, donc une école de commerce, et qui ne veut pas savoir comment passer par des chemins complètement bizarres et très geek, si je peux me permettre l'expression, pour arriver à trouver ma solution. Je veux que tout fonctionne bien. Quand on prend un téléphone, on veut que la personne qui n'a aucune formation puisse l'utiliser en moins de 5 minutes. Que ce soit intuitif. Voilà. Et bien ce côté intuitif, c'est l'ingénieur qui va l'apporter, parce qu'il va arriver à pousser le projet jusqu'à ce côté utilisation. Oui, parce que nous, le consommateur, on a été éduqués maintenant comme ça, donc on ne veut plus passer du temps à chercher. Exactement, on n'accepte pas la difficulté. Il faut que tout vienne naturellement. Et c'est là où l'ingénieur est essentiel. Donc c'est là où c'est la nouvelle formation d'ingénieur, enfin c'est le nouveau, on va dire oui, c'est la nouvelle manière d'être ingénieur aujourd'hui en France. Voilà, c'est d'arriver à porter cette hauteur. Parce qu'avant, en fait, on ne demandait aux ingénieurs que d'associer des boulons, et c'était tout. C'est ça que vous voulez nous dire aujourd'hui, Patrick Selos? Oui, effectivement, on demandait à l'ingénieur d'appliquer donc des routines, d'appliquer des algorithmes qui avaient été pensés par quelqu'un, donc en disant tiens, j'ai inventé quelque chose, c'est formidable, utilisez-le. Ben non, c'est pas comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est comme je vous le disais au niveau des startups, c'est on regarde autour de soi, on voit que des gens ont une douleur, on appelle ça la douleur, et ils ont donc un besoin qu'ils n'arrivent pas à satisfaire, et c'est donc à l'ingénieur de comprendre ce besoin de manière à inventer l'outil qui lui permettra d'y répondre.
Donc maintenant, on comprend mieux pourquoi on parle pourquoi les entreprises ne fonctionnent plus de manière pyramidale finalement, et c'est le contraire. Donc en fait, maintenant, c'est l'ingénieur qui doit faire des propositions de solutions, qu'elles soient techniques ou intuitives finalement, et c'est ça le nouveau métier. Voilà, c'est l'ingénieur, tel que moi je le vois dans mon quotidien, c'est l'ingénieur qui vient vers les métiers pour pouvoir comprendre le besoin réel et le traduire dans justement une solution et apporter les différents éléments pour pouvoir répondre à ce problème. Alors, vous nous avez donné tout à l'heure quelques domaines. Vous avez parlé de la cosmétique, du médical, du numérique, de la cybersécurité, de l'informatique. Mais maintenant, quels sont les métiers, les fonctions, je vais dire? Est-ce que vous pouvez nous citer des fonctions d'ingénieurs et combien peut prétendre un jeune ingénieur quand il sort de l'école? Est-ce que vous pouvez citer des métiers et ce qu'on fait dans certains métiers pour que ce soit plus concret pour les auditeurs? Alors, qui veut répondre? Patrick Selos, peut-être. Vous parlez au niveau des salaires, oui, en particulier. En particulier, les salaires et puis les fonctions. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée, finalement, quand on est ingénieur? D'accord. Alors, je laisserai Patrice répondre au niveau des salaires, parce que je crois que ça résine aux alentours de 35 000 € par an. Jean-Claude Couberman, donc expliquez-nous qu'est-ce que la fonction, qu'est-ce qu'on fait dans la journée pour un ingénieur? Son lot quotidien, c'est quoi? D'abord, un ingénieur fait beaucoup de choses dans sa journée. Je voudrais simplement ajouter une chose avant que je ne vous dirai sûrement pas, mais un ingénieur fera plusieurs choses dans sa carrière. Autrement dit, il fait son métier d'ingénieur au début de sa carrière, dans ce qu'il a appris, dans la technique dans laquelle ou dans sa spécialité. Parlons de sa spécialité. Il va la faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et au bout de 5 ans, déjà, il aspirera peut-être d'autres fonctions, et ensuite, dans ces fonctions, il aura des fonctions qui seront des fonctions de management, qui seront des fonctions éventuellement de conseil, d'études, et qui ne seront plus forcément uniquement basées sur ses connaissances techniques. Et c'est je dirais, c'est une tendance où l'évolution du métier d'ingénieur, on ne fera plus ce que l'on a étudié, on aura sa boîte à outils qui est à côté. Donc ce seront plutôt des dimensions dans lesquelles il y aura des équipes à conduire et pour lesquelles on commence à se former, et justement d'où l'intérêt d'intégrer des entreprises le plus rapidement possible. Et je pense à cette formation par alternance dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est un élément fondamental qui vous permet d'avoir une connaissance de l'entreprise et de connaître un petit peu les différents niveaux. Autrement dit, au lieu d'avoir, et vous le disiez justement, une organisation pyramidale, on va avoir des organisations transverses, on va avoir des réseaux maillés qui vont permettre justement à l'ingénieur ou au technicien ou au chercheur, même aux chercheurs, de prendre des trajectoires différentes. Mais tout son acquis, toute son expérience sera bénéfique au développement de l'entreprise. Alors actuellement en France, il nous manque combien d'ingénieurs à votre avis? La France a besoin de combien d'ingénieurs en ce moment? C'est une bonne question. Depuis le temps, pour avoir, de par mon expérience, c'était à l'UIMM, dans le cadre, effectivement, chez Bombardier, de nos relations avec l'UIMM et le MEDEF, bien entendu, je me suis laissé dire qu'on manquait d'ingénieurs. Et le chiffre de 30 000 ingénieurs manquants par an est un chiffre que j'ai toujours entendu comme une constante. On manque d'ingénieurs. Je pense que mes collègues peuvent très bien me soutenir ou bien me dire non. On a souvent soutenu cette... et je pense qu'actuellement, nous manquons d'ingénieurs. Toujours de 30 000 personnes au moins. C'est ce que je pense. C'est au moins ce que j'entends de par des organismes que j'ai connus dans le passé. Je parle ça de l'IMM, mais nous manquons d'ingénieurs, c'est certain. Patrick... Et nous manquons probablement d'ingénieurs dans des spécialités, je pense, la révolution numérique en particulier, va nous obliger ou nous demander un nombre d'ingénieurs très pointus dans ces domaines. On parlait de cybersécurité tout à l'heure, il est évident que là, c'est un des métiers, entre parenthèses, d'avenir, et qui vont nous permettre justement de sécuriser. Il faut savoir que c'est un élément important pour les sociétés. Mais ça, je veux dire, là, on peut faire une école généraliste si on veut travailler, par exemple, dans la cybersécurité, ou bien vaut-il mieux prendre une formation plus spécifique informatique?
Il y a, là, je vais laisser répondre. Qui veut répondre? Sur ces spécialités. Jean de la Vallée. Mais, voilà. La cybersécurité, il y a plusieurs aspects. C'est évident que pour moi, le fait d'un ingénieur, et pour refaire mon parallèle par rapport à tout à l'heure, c'est qu'il peut vraiment voir l'ensemble de la visibilité. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la cybersécurité et la sécurité en général sont des domaines qui vont toucher notre quotidien partout où nous sommes. C'est qu'aujourd'hui, tout est connecté, tout est lié. Et dès que quelque chose est connecté, il faut rajouter de la sécurité. Et cette sécurité est quelque chose qui s'accroît au fur et à mesure du temps. Donc, d'un sujet de niche, il y a encore 10 ans, aujourd'hui, c'est un sujet commun et qui va encore plus s'agrandir au fur et à mesure du temps. Donc oui, c'est un sujet d'avenir et ce n'est pas un sujet qui va s'arrêter plus tard, puisque dans tous les cas, on aura besoin de davantage de sécurité. Patrick Selos. Ce que je voudrais compléter, c'est par rapport justement au métier d'avenir que l'on évoquait tout à l'heure, il y a tout de même une symbiose qui existe entre le métier de l'ingénieur, on parlait tout à l'heure du scientifique, et donc on appelle ça dans notre jargon les docteurs et sciences. Ce sont donc des personnes qui ont fait des études Bac+5 à l'université et qui donc ont une solide connaissance théorique. Et quand je parle de symbiose, c'est que vous avez une véritable fusion nécessaire, je dirais, pour assurer les emplois de demain entre les activités qui sont issues donc du monde de l'ingénieur et celles donc du chercheur, du scientifique, pour inventer justement ces algorithmes qui répondront aux demandes des futurs consommateurs, et des consommateurs d'aujourd'hui, mais des consommateurs de demain. Et aujourd'hui, en France, on n'a pas tellement cette habitude de faire travailler au sein d'une équipe ingénieur et scientifique, c'est-à-dire un ingénieur diplômé avec un docteur et sciences, alors que nous avons des mathématiciens brillants qui ne demandent qu'à être utilisés dans le cadre de l'intelligence artificielle pour inventer justement des futurs outils qui utilisent les données qui sont actuellement stockées dans le cloud et que Amazon, par exemple, se fait un plaisir donc de collecter, d'emmagasiner, de manière à ce qu'un jour, ils puissent les vendre le plus cher possible à des futurs utilisateurs qui, eux, auront trouvé quelque chose. Aujourd'hui, le centre de gravité de la recherche entre ingénieurs et scientifiques se déplace entre les États-Unis et la Chine. Il faudrait peut-être que la France, qui a la réputation d'avoir les meilleurs mathématiciens du monde, se donne les moyens donc de faire travailler ça. Et justement, ce sont les startups qui aujourd'hui sont la clé d'entrée donc dans ce monde particulier qui est du travail entre un ingénieur pratique et un scientifique qui, lui, va imaginer et aider quelque chose. Mais est-ce qu'à la base, la formation ne pourrait pas, elle aussi, matcher toutes ces populations, finalement? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une réforme, peut-être encore, de l'enseignement supérieur? Je ne pense pas que ce soit tellement une question de réforme de l'enseignement supérieur qui soit la clé d'entrée. C'est plutôt une question de mentalité. Aujourd'hui, on dit, par exemple, pour rentrer, vous parliez tout à l'heure, vous aviez parfaitement raison, de l'angoisse que l'on peut avoir à faire des études d'ingénieur parce qu'il y a une barrière d'entrée. Alors, vous avez cité effectivement qu'il y avait des prépas intégrés, c'est-à-dire, pour ceux qui ont peur du concours d'entrée... C'est pas tant qu'ils ont peur du concours, c'est de se dire, si on n'a pas le concours au bout de 2 ans, on a tout ça pour rien. Voilà, en fait. Et donc ça, c'est le problème, c'est que du coup, ils ont cette épée de Damoclès, donc de l'échec. Bon, maintenant, il faut savoir que pour ceux qui font justement ces concours-là, qui préparent ces concours aux grandes écoles, il y a des passerelles. Donc, mais ça c'est tout nouveau, c'était voilà. Pas comme ça avant. Voilà. Donc dans l'enseignement supérieur, il y a maintenant des passerelles qui vous donnent des équivalences avec les diplômes universitaires. Et bon, donc je ne vais pas dire que du coup... En fait, on peut retomber sur ses pieds. Voilà. En 2018, ça y est, les barrières sont cassées. Ouais. Et donc, même si on fait maths sup, maths spé et qu'on rate ces concours, on peut repartir après, soit en fac, soit en école privée, parce que c'est des écoles privées pour la plupart. Bon, après, c'est une question de prix. Il y a tous les prix, d'ailleurs, dans les écoles. Et ça c'est quelque chose d'important. Donc, il ne faut pas avoir cette crainte, cette hantise de l'échec. En France, on a trop souvent, malheureusement, la hantise de l'échec, à savoir qu'on a plein de barrières. On doit passer le bac, donc c'est un diplôme. On doit réussir maths sup, maths spé, c'est un diplôme. Enfin, un diplôme, c'est une autorisation de passer ailleurs.
et ainsi de suite. En France, c'est toujours cette culture donc de la barrière, en disant, vous voyez, vous avez une barrière, si vous y arrivez, tant mieux, si vous n'y arrivez pas, c'est bien fait pour vous. Vous serez maintenant... Voilà, c'était comme ça avant. Voilà. Bon, maintenant c'est en train de changer, tant mieux pour les jeunes qui arrivent sur les bancs. Donc vous dites, allez-y, faites maths sup, maths spé, qu'est-ce que ça peut faire si vous ratez de toute façon, vous arriverez toujours à tomber sur vos pieds, c'est ça que vous nous dites. Exactement. Et donc il faut vraiment avoir confiance et puis il faut se lancer. On me dirait, bon, moi je dirige un accélérateur d'entreprise, donc de start-up. En permanence, je dis par exemple, je connais bien Jean, je lui dis, vas-y, il faut y aller, il faut y aller. Je dis tout le temps, il faut y aller. Donc bah justement, on va y aller avec Jean tout de suite. Et puis après, Jean-Claude Couberman nous parlera de l'industrie, où en est l'industrie et les changements dans l'industrie. Alors Jean de la Vallée, vous avez créé il y a 3 ans maintenant, Maj 44. Donc vous faites un éditeur, on dit éditeur de logiciels parce que on écrit des lignes de code pour faire un produit qui n'a pas de forme finalement. Si, il a une forme. C'est une licence, voilà. Après c'est une licence et il y a quand même un logiciel, il y a une interface sur laquelle on peut quand même voir l'ensemble de ces licences informatiques. On n'achète pas juste du vent. Alors vous donc en fait vous commercialisez une solution qui va gérer toutes les licences informatiques d'une entreprise. Pourquoi avoir fait pourquoi ce projet déjà? Pourquoi ce projet? Le fait est qu'aujourd'hui, les entreprises dépensent des centaines de milliers, voire des millions d'euros dans des redressements pour le plus souvent une mauvaise utilisation des licences informatiques. On a le chiffre en France, on sait? On a des chiffres, oui. Si on prend un éditeur comme Oracle, il fait 30% de son chiffre d'affaires au niveau mondial sur le redressement. 30%, ça représente à peu près 10 milliards. 30% de son chiffre d'affaires sur le redressement des entreprises, voilà. Parce qu'il fait des contrôles. Exactement. Comment font-ils pour faire des contrôles? Alors, ils passent par des cabinets d'audit qui ne sont pas rémunérés pour l'occasion, mais qui touchent un pourcentage du redressement. Et donc, ils leur disent, ben voilà, notre fichier client, allez-y. Allez les contrôler, allez vérifier que chaque client utilise bien ses propres licences. Et quand c'est mal utilisé, on remonte dans le temps pour savoir depuis combien de temps, et à partir de là, on fait une estimation du montant à payer. Il n'y a pas de délai, on peut remonter à autant d'années qu'on veut? Non, en général, ça ne remonte pas au-delà de 3 ans. Mais voilà, 3 ans, c'est quand même très lourd. Pour une grosse entreprise, ça peut être très lourd. Et surtout, c'est non budgété. C'est-à-dire que ça veut dire que ce sont des projets qui étaient planifiés, qui étaient budgétés, qui vont partir pour pouvoir payer dans du redressement au lieu d'aller dans de l'investissement. Alors que la licence n'a pas bloqué l'utilisation, mais que le contrat indiquait que justement on n'avait pas le droit d'utiliser la solution dans cette situation-là, sur ce type de serveur-là, sur la puissance qui est prévue. Sur voilà, différents éléments. Ah, vous voulez dire qu'en fait l'éditeur de logiciel ne bloque pas la licence, il préfère faire payer des amendes finalement? Non, c'est pas qu'il préfère faire payer des amendes, c'est qu'il vous fait signer un contrat qui cadre l'ensemble, mais que le logiciel, lui, ne donne pas la limite dans son utilisation. Et donc la personne qui signe le contrat et l'utilisateur étant souvent des personnes très différentes, surtout dans les grandes entreprises, on ne sait pas forcément. Ah oui, parce qu'il y a du turnover, donc on ne sait pas toujours. Voilà. Alors donc vous, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui avec Maj 44? Alors justement, nous, on utilise de l'intelligence artificielle, d'où l'intérêt des ingénieurs, et comme je vous disais... Alors l'intelligence artificielle, c'est le nouveau mot 2018 pour dire informatique associée à autre chose. Alors c'est même au-delà de ça, c'est en fait d'arriver à récupérer l'ensemble des informations, à les corréler de façon très poussée, à savoir interpréter un résultat, et tout cela sur un temps qui est infiniment plus court que l'être humain. Parce que voilà, l'ordinateur peut traiter des millions d'informations à la seconde, et donc arriver à donner un résultat instantané, là où l'homme prendrait des mois. Nous, on utilise cette intelligence artificielle pour justement aller chercher des informations dans le système d'information du client, aller récupérer l'ensemble des informations des licences telles qu'elles sont installées, et en même temps d'aller récupérer toutes les informations des licences achetées. Et à partir de là, on va croiser cette information et on va vous dire à combien vous êtes à risque en termes de redressement, et ce que vous pouvez aussi économiser, puisqu'il faut savoir que 25% des licences d'une entreprise, en moyenne, ne sont pas utilisées. Donc, à partir de là, vous avez instantanément des chiffres forts
qui vous permettent de prendre une décision sur j'appelle mon fournisseur de licence pour me mettre à jour rapidement et être en position de force, de pouvoir négocier mon tarif pour pouvoir éviter un redressement. Et de l'autre côté, revendre sur le marché de la seconde main un certain nombre de licences que j'ai que je n'utilise pas. Alors donc, comment s'appelle cette solution alors, donc, cette solution s'appelle Samwise et c'est notre solution donc chez Maj44. Et on vous trouve sur internet en tapant maj44.com. Alors, quels sont vos besoins en tant que start-up maintenant? Comment parce que vous avez monté ça il y a 3 ans seulement. Alors voilà, il y a quand même, avant de commercialiser, on a mis 2 ans de recherche et développement pour pouvoir sortir le produit. Donc c'est un produit qui est lourd, c'est un produit qui est en constante évolution. Comme nous sommes en mode abonnement, l'ensemble de nos clients ont l'ensemble des mises à jour et de façon complètement transparente et neutre. Ils ne le voient pas passer, vous voulez dire? Non, ils ne le voient pas passer. Et donc, tout ce que l'on apporte, notamment en termes d'intelligence artificielle, pour pouvoir faciliter le travail du client, l'intelligence artificielle, c'est vraiment pas l'objectif de dire, voilà, on fait de l'intelligence artificielle, c'est le mot qui buzz en ce moment, ça fait bien. Non, c'est vraiment un souci de vouloir faire des économies et amener de l'accélération pour le client. C'est vraiment ce côté essentiel de se dire que ma solution est au service de mon client et non pas le client qui doit essayer de comprendre comment fonctionne ma solution. Oui, je rappelle ce que vous faites, c'est-à-dire vous gérez en fait pour le client les licences, on les gère toutes ces ce qui fait que ça lui évite de payer des amendes ou même vous voyez les licences qui ne sont pas utilisées et donc les économies qu'il peut faire, je rappelle. Mais donc, le projet, vous dites que vous avez monté 2 ans à faire cet outil informatique. Comment vous avez financé ces 2 premières années? Alors, d'un côté, c'est avec mon associé, on a investi personnellement. On a aussi un excellent organisme qui s'appelle Pôle emploi qui nous a soutenus pendant ces 2 années-là. Et nous avons fait une première introduction en Love Money. Donc la Love Money, c'est les premiers apporteurs d'affaires. En général, c'est donc le premier cercle d'amis et de famille, voilà. Qui a investi de façon conséquente. Puisqu'il y a un peu plus d'1 an maintenant, nous avons fait une première levée de 70 000 euros. Donc aujourd'hui, on est à un peu plus de 100 000 euros de capitaux propres. Et voilà. Donc là maintenant, seconde étape, vous voulez faire une levée de 500 millions. 500 000 euros. 500 000 euros. Pas encore 500 millions, bientôt avec Patrice. Mais 500 000 euros répartis entre ce qu'on appelle les business angels et la BPI. Alors pour faire quoi ces 500 000 euros? Alors c'est vraiment partir à la conquête de l'Europe, parce que notre solution n'est pas purement franco-française, elle s'internationalise sans problème, il suffit juste de traduire le logiciel. La traduction du logiciel, c'est environ 1 journée de travail par langue, donc c'est très rapide. Et ce sujet est complètement international et ne demande pas plus d'éléments pour pouvoir être adapté à un pays en particulier. Donc en fait, vous allez après vous développer et vous allez aller prêcher dans chaque entreprise à l'Europe. Alors voilà, notre manière de faire sera par ce que l'on appelle des value-added resellers, donc des revendeurs à valeur ajoutée, qui le font dans le cadre de projets plus globaux. Et partir avec une solution comme la nôtre a l'intérêt pour eux d'éviter d'avoir proposé des audits qui sont fort coûteux. Un audit en moyenne pour une entreprise de 1500 personnes, il faut compter 30 à 50 000 euros. Et ce que nous est automatiquement intégré dans notre logiciel. Donc, ils enlèvent cette marche-là auprès de leurs clients et en même temps, ils peuvent revendre ce que l'on appelle du service à valeur ajoutée, donc de l'expertise sur le sujet, qui là sont des journées qui coûtent beaucoup plus cher aux clients, mais qui sont beaucoup plus rémunératrices et où le conseil peut avoir un véritable ajout, une véritable valeur ajoutée pour le client. Alors donc vous avez fait appel à l'équipe de Patrice Solos, oui, qui s'appelle PM Initiative. Exactement. Et donc c'est vous Patrice Solos qui allez contacter les business angels. Alors effectivement, c'est dans notre. Jean vient d'expliquer les premières marches incontournables, à savoir donc les fonds propres au départ avec la Love Money.
Et maintenant, on appelle ça donc le risque en early stage, et donc en avance de phase pour recueillir des fonds auprès de business angels. Alors la particularité d'un business angel, ce sont des personnes en leur nom propre. Donc voilà, c'est pas des sociétés, ce sont des personnes qui décident donc d'investir 5K, 5 000, 10 000, 20 000 euros par exemple, au développement de l'entreprise, tel que Jean vient de l'expliquer, pour asseoir donc leur développement, le parfaire, ou éventuellement pour se lancer à l'international. À partir du moment où ces startups ont des business angels dans leur manche, dans leur tour de table, eh bien ces business angels œuvrent avec eux, c'est-à-dire qu'ils vont travailler, ils sont donc des co-entrepreneurs, et ils aident manifestement, ils épaulent toutes ces startups. Contrairement à ce que l'on peut se faire comme idée des sociétés à capital risque, on appelle ça dans le jargon des VC, donc qui, elles, sont des instruments financiers, souvent adossés à des grands groupes tels que Société Générale, BNP, Thales. À des banques, voilà. Des banques ou des grandes entreprises industrielles. Des grandes entreprises, la SNCF par exemple, donc ils sont adossés là-dedans et qui ont donc une vocation financière de faire de l'argent là-dessus. Alors que le business angel, lui, dira, moi j'ai participé donc au développement d'une entreprise en aidant par exemple à résoudre une équation, on parle d'algorithme ou alors un problème technique. Moi je travaille actuellement sur donc un cogénérateur d'entreprise, un cogénérateur d'énergie, et donc du coup vous avez, ce sont des personnes qui ont un certain âge comme moi, et donc qui ont un passé industriel et qui disent, tiens, au bout de 20 ans, 30 ans d'expérience, maintenant je vais pouvoir aider les nouveaux qui arrivent sur le marché. Alors j'ai une question à vous poser, Patrick Solos, sur les business angels et puis la loi de finances. Que va-t-il leur arriver? Mais d'abord, je vous propose de faire une pause musicale et on revient tout de suite avec vous pour continuer notre discussion sur la formation scientifique et d'ingénieur et les métiers de l'industrie. Bon, je crois que la chronique, on ne va pas pouvoir aujourd'hui. Hein. On est trop plein. Tu les donneras à Jacqueline. On va voir parce que demain, ils sont 3, ça va être chaud. Je sais pas, on va voir. Peut-être demain. Je la passe là maintenant. Donc, ouais, je l'enregistre. Ouais, mais là, on le dossier pour demain. Vous dites si on est trop long. Non, c'est bon. C'est très bien. Bah non, ce qui compte, c'est que on dise pas mal de choses, parce que si on n'est pas concret, c'est pas intéressant. Donc là, j'aimerais que vous nous parliez de l'avantage fiscal, vous avez compris, je pense, pour les business angels. Les business angels, c'est 63 millions, plus donc un effet de levier. Oh, vous allez me dire ça après au micro. Vous allez me dire ça tout de suite. C'est qui là, Philippe? C'est Marina Kay, Homeless. Alors donc, une société qui achète un logiciel ne peut pas, Total, il ne peut pas se servir du logiciel complet. Si, en fait, c'est le contraire. C'est ça le piège. C'est-à-dire que... Il peut s'en servir, mais il a Mais si le contrat, tout dépend de comment on est, il peut s'en servir. Il peut s'en servir dans les faits. Ouais. Après ça, si le contrat l'autorise, il n'y a aucun problème. Si le contrat ne l'autorise pas, là, il y a problème. Ah, ouais, d'accord. Mais il n'y a rien, il ne peut pas être alerté. Aujourd'hui, il ne peut pas être alerté. Si le logiciel ne bloque pas dépasse ce qui est marqué dans le contrat. Voilà. Et ça, l'utilisateur ne peut pas le savoir, puisque là, c'est pas lui qui signe les contrats. Exactement. De toute façon. Et ça, il faut qu'on le redise, parce qu'on n'a pas encore fini, on ne l'a pas dit ça. Et ça, c'est donc une grande avancée de ce qu'ils ont fait. Parce que la grosse difficulté, c'est que vous pouvez avoir ensuite des logiciels qui sont intégrés au fur et à mesure donc, de leur vie. Et donc, la solution de Jean, donc Simwise, permet justement de scruter en permanence l'arrivée de nouvelles traces, on appelle ça des traces, de logiciels. Voilà. Et ces traces permettent de savoir exactement qu'est-ce qu'on a comme logiciel et quelle version. Parce que pareil, si on n'achète pas les mises à jour et que par hasard, à titre personnel sur son poste, on va chercher la mise à jour, on est en infraction. J'ai pas compris là. Vous allez m'expliquer ça au micro. Ça fait une discussion tout ça. Ouais. Non mais parce que les gens, vous mettez le doigt sur le problème aujourd'hui. Sur le problème qui n'était pas par en moi que j'ai découvert.
Bah oui. et qui s'amplifie en fait avec tout ce qui est le Bring Your Own Device, de venir avec son propre matériel et pour utiliser notamment les infrastructures de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on installe dans ces cas-là un certain nombre de logiciels de l'entreprise aussi et que l'on peut faire évoluer sur son propre matériel et l'entreprise n'a plus le contrôle dessus, mais l'entreprise en est responsable. On y retourne. Nous voici de retour au bar de l'économie. Vous venez d'entendre Marina Kay avec son titre Homeless. Je suis en compagnie de Patrick Solos, président de PM Initiative, de Jean-Claude Kuberman, qui préside la délégation des ingénieurs et scientifiques de France, et puis de Jean Delavallée-Poussin pour sa start-up Mage 44. Donc aujourd'hui, on parle formation scientifique, formation d'ingénieurs, parce qu'on a besoin de 30 000 ingénieurs en France, hommes et femmes, bien sûr. Et puis, on parle aussi start-up, et notamment d'un nouvel outil qui est un logiciel qui peut gérer pour nous nos licences informatiques. On va revenir dessus dans quelques secondes, parce qu'on n'a pas tout dit là-dessus. Mais d'abord, avec Patrick Solos, qui aide les startups à se développer, nous parlait des business angels, de la différence entre les business angels et les autres catégories d'aide au financement des jeunes entreprises. Parce qu'il y a un avantage particulier, Patrick Solos, pour les business angels actuellement dans la loi de finances. Mais est-ce qu'on sait si ça va encore, si ça va être voté pour l'an prochain, ou est-ce qu'on est toujours dans l'expectative? Alors déjà, rappelez-nous quel est l'avantage, que les auditeurs ne savent pas. Voilà, donc les business angels, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, investissent sur leur argent, donc, sur leur fonds propres, donc au sein d'entreprises, et jusqu'à l'année dernière, ils bénéficiaient donc d'un avantage fiscal à hauteur de 18% des sommes investies. Donc c'est-à-dire que, mettons, on investit, je dis n'importe quoi, 1 000 €, voilà. On peut déduire 18% de ces 1 000 € d'impôt. D'impôt directement, voilà. Ou c'est un crédit d'impôt? C'est un crédit d'impôt à la hauteur de 10 000 € donc, par foyer fiscal. Donc c'est limité. C'est limité par 10 000 € par foyer fiscal, vous nous dites. Voilà, 10 000 € par foyer fiscal. Donc ça, c'était l'année dernière. Et donc, donc la discussion de la loi de finances pour l'année 2018 avait commencé par annuler donc cette possibilité de déduction fiscale pour l'année 2018 et a été réintroduite in fine pour une durée de 1 an. Et donc 2018 se termine le 31 décembre de cette année. Donc dans 15 jours. Dans 15 jours. Et avec un taux donc exceptionnel de 25%. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui dit cette mesure sera reconduite. Donc on est dans une instabilité, dans une ignorance totale de savoir si les investissements qui seront faits l'année prochaine, au cours de l'année 2019, continueront de bénéficier donc de cet avantage de fiscal, disons-le comme ça. Peu importe le pourcentage. Hein. À combien se monte l'investissement, le support des startups par les business angels en France? Excellente question. En 2017, c'était une année record donc, au niveau de l'investissement des business angels. Ils ont investi 63 millions d'euros. Donc 63 millions d'euros. Alors il faut savoir la chose suivante. 63 millions d'euros, c'est quoi ça? Ça représente l'argent qui a été collecté par les réseaux de business angels. Par exemple, on parle de IESF. IESF est membre donc de Badge. Alors Badge, ça veut dire Business Angel, grande école. Ce sont toutes les écoles d'ingénieurs que j'évoquais tout à l'heure qui sont membres de cette organisation et qui donc aident le réseau des Business Angels à travailler et à collecter des fonds. Et sont associés donc d'autres Business Angels en lien avec eux. 63 millions. Par contre, vous avez donc une multitude, quand je dis une multitude, on ne connaît pas très bien, de personnes individuelles qui se déclarent comme business angel. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Xavier Niel. Xavier Niel n'est pas membre d'un réseau. Il agit en son nom personnel et en tant que business angel. Et puis, il y a aussi des plateformes. Moi, j'en ai déjà reçu ici des startups même, des plateformes qui aident à trouver du financement. Vous savez, elles ouvrent par exemple tant de jours, mettons 3 mois, pour aider telle start-up pendant tant de temps. Et donc le crowdfunding. Voilà, c'est un peu du crowdfunding. Donc on peut mettre 100 €, voilà. 50 €, ça démarre à des petits prix, comme ça tout le monde peut investir éventuellement. Alors vous avez donc, vous faites bien de le citer, parce que le crowdfunding, donc ça permet de toucher un grand nombre de personnes qui investissent des petites sommes et qui bénéficient elles aussi donc d'avantages fiscaux
allégeant donc, je dirais, le risque pris. Parce qu'il ne faut pas oublier, cet avantage fiscal n'est pas lié donc à un avantage comme aujourd'hui on aurait tendance à le croire, qui repose pour faire payer moins d'impôts encore. Non, ça représente le risque énorme qu'un business angel prend, comme je vous l'évoquais tout à l'heure. 1 sur 10 va peut-être pouvoir obtenir un retour sur son investissement. 9 sur 10 en fait, perdent leur investissement, vous voulez dire. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui fait peur aux Français. Et du coup, ça fait peur et les gens hésitent à investir. Et puis, vous savez, l'avantage fiscal, si l'avantage fiscal n'était pas là, c'est pas 3% de rentabilité, vous vous rendez compte, 3% de rentabilité, ce serait inférieur à 0. Donc, quel avantage les business angels ont-ils de s'investir dans les startups? C'est un investissement humain. C'est leur plaisir, en fin de compte. Voilà. Et donc maintenant, vous l'associez à un avantage financier, un avantage fiscal. Il faut faire attention, si le gouvernement aujourd'hui, à l'issue de la loi de finances qui est en cours de discussion, décide pour, vous voyez, 63 millions, combien ça peut représenter en termes d'économie dans cette année. S'il décide de supprimer ou voire de réduire, vous allez non pas réduire, je dirais, vous allez peut-être gagner 200, 300 000 euros, admettons 1 million, 2 millions, peu importe, d'euros au niveau donc de la balance donc, du budget, mais vous allez là-dessus, ça c'est la partie visible de l'iceberg, mais la partie invisible de l'iceberg, c'est la masse donc de ces personnes qui sur le plan humain vont cesser de s'investir. Bien sûr. Et donc ça, les startups vont souffrir. Ça, on ne le mesure pas, en fait, c'est pas mesurable de toute façon. Par contre, ce que je voudrais rajouter, c'est que vous avez, au niveau des VC, c'est ça qu'il faut bien voir, vous avez donc les VC, donc les capital riskers. Donc là, les capital riskers, on sait que c'est des grands groupes, c'est ça que vous voulez dire, les grands groupes et qui les investissent dans les startups. Par exemple, le premier semestre 2018, ils ont investi plus de 2000 milliards. Plus de 2 milliards d'euros. Ah bon. 2 milliards d'euros. 2000 milliards, c'était énorme. C'était énorme, donc aux environs de 500 entreprises. Mais ces entreprises, donc, ce sont des entreprises qui sont relativement matures. Hein. Vous voyez, on retrouve des Blablacar qui font des levées de fonds là-dedans. Donc, vous avez, vous n'avez pas les petites entreprises telles que donc Magie 44, dirigée par Jean, qui sont donc dans cette partie-là. Voilà. Alors, on a parlé de ça parce que justement, je posais la question à Jean de la Vallée pour sa société, quels étaient ses besoins, et donc c'est donc cette nouvelle levée de fonds de 500 000 euros pour 2019 que vous recherchez. Alors, réexpliquez-nous un petit peu votre produit, donc la gestion des licences, parce que finalement, une entreprise, elle ne se rend pas compte qu'elle elle peut pas se rendre compte qu'elle est en dehors du contrat qu'elle a signé avec ses éditeurs de logiciels. Ben d'abord parce qu'il y a pas mal de turnover dans une entreprise. Il y a du turnover et ensuite la personne qui signe le contrat n'est souvent pas l'utilisateur du contrat. Et l'utilisateur du contrat, c'est l'utilisateur du logiciel, c'est de tout un chacun. Ça peut être une partie des employés et qui peut même ne pas être sur le site. Oui, et puis en plus, les éditeurs de logiciels ne bloquent pas l'utilisation de la licence. Ils ne bloquent pas l'utilisation de la licence. Parce que vous disiez que la plupart, c'est 30% de leurs recettes, c'est les amendes qu'ils mettent. C'est ça que vous avez dit. Exactement, c'est un véritable marché et c'est un revenu qui est essentiel. Essentiel parce que ce qu'on voit, c'est que globalement, les ventes de licences baissent puisque on renouvelle le plus rarement possible, même si on essaie d'augmenter par le principe des abonnements la fréquence d'achat, on est quand même sur un ralentissement global de la vente de licences. Et donc du coup, elles ont intérêt à faire des audits pour mettre des amendes et récupérer. Pour arriver à avoir la véritable utilisation. Plutôt que d'obliger les entreprises à racheter une licence ou à mettre à niveau leur licence. Certains utilisent ça comme effet de levier dans de la négociation. D'accord. C'est-à-dire que on va mettre de côté la mauvaise utilisation, mais alors vous nous achetez une autre solution. Alors comment s'intègre votre solution dans les ordinateurs? C'est-à-dire, il faut la mettre dans chaque ordinateur. Comment vous gérez? Comment ça se passe? Pas du tout. C'est là où la force de notre solution, comparée à notre concurrence, c'est que nous, on est sans agent, on s'interface directement. Vous êtes transparent. On est transparent, on s'interface directement avec le système d'information du client. L'utilisateur ne voit rien. Et nous, on utilise l'ensemble des informations qui sont présentes
sur le système d'information du client. En fait, ce qui se passe, c'est que les entreprises ont aujourd'hui tous les outils pour arriver à avoir l'information, mais elle les diffuse dans l'ensemble des logiciels qu'elle possède déjà. Nous, on va les récupérer, ces informations, on va les corréler et on va remonter cela dans des tableaux de bord que l'utilisateur, pour sa propre utilisation, et les responsables de l'entreprise, pour l'utilisation de l'entreprise, peuvent voir. Ainsi, moi, Jean de la Vallée, je peux voir l'ensemble des logiciels que j'utilise pour l'entreprise à titre personnel et me rendre compte du montant que l'entreprise investit tous les ans pour mon utilisation de mon espace de travail et le travail que je fais. Ça, c'est pour pouvoir responsabiliser à titre personnel l'utilisateur, mais aussi l'entreprise de savoir comment sont répartis les logiciels et si je respecte ou non mes contrats de licence. Alors, comment on fait parce que là, maintenant, les jeunes, ils veulent utiliser leur propre matériel, ou l'entreprise leur achète du matériel qu'ils utilisent à la fois pour eux personnellement. À titre personnel et professionnel. Voilà. Comment on fait dans ces cas-là? Comment vous faites? Alors, il y a plusieurs possibilités. Le plus souvent, on part des logiciels de l'entreprise et on compare ceux qui ont été rajoutés à titre personnel sur l'ordinateur et on peut faire un distinguo entre les deux. Ensuite, il y a d'autres possibilités, notamment le fait de pouvoir proposer à l'utilisateur de dire ça je l'utilise à titre personnel, ça je l'utilise à titre professionnel. Et tout cela, je ne savais même pas que je les avais. Et donc ça permet aussi, dans ces cas-là, à l'entreprise de savoir qu'il y a des logiciels installés, et notamment à titre professionnel sur le poste du client, enfin de son employé, qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien parce que l'utilisateur ne sait même pas qu'il les a et à quoi ils servent. Et donc, c'est une source d'économie. Combien coûte votre solution si une entreprise, est-ce que si on est une petite PME, on peut... Une petite PME, pour une petite PME, ça reste tout à fait accessible. Après ça, si on part sur une entreprise d'environ 1500 personnes, qui est une belle entreprise aujourd'hui, faut être clair, mais aujourd'hui, aucune solution ne lui est dédiée. Elle n'a aucun interlocuteur véritablement en face qui soit dans ses clous. Nous, on propose un abonnement qui sera aux alentours de 30 000 € par an, mais qui lui permet d'avoir un retour sur investissement dès la première année, au premier audit. Donc c'est plutôt pour les grandes entreprises. Et pour les PME, les petites PME, vous avez une autre forme de solution? C'est la même solution, sauf que le budget va être adapté à notre interlocuteur, et c'est en fonction de la taille de l'entreprise et de son secteur d'activité. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir équiper l'ensemble des entreprises afin de se rendre compte de ce qu'il en est. La TPE, c'est évident, on ne va pas lui demander de payer 30 000 €, surtout si elle n'a que 3 employés, ça n'a aucun sens. Donc on saura lui trouver un tarif. Un abonnement différent. Voilà, donc tout se passe par abonnement, en tout cas c'est très intéressant. C'est un audit, votre logiciel, c'est comme un audit finalement de ses propres outils informatiques. C'est ça, et de reprendre vraiment ce contrôle-là. Merci beaucoup, on va faire une nouvelle pause musicale et puis après on va passer la parole à Jean-Claude Kuberman pour parler de l'industrie en France et de l'industrie 4.0, le changement d'industrie. Où en est-il en ce moment? Si vous voulez bien. J'ai trouvé des données propres à l'Île-de-France concernant... je vous redonnerai la parole pour un mot de conclusion. Donc, il faudra bien expliquer, pour faire à la conclusion, de bien nous expliquer que l'ingénieur, actuellement, ça n'est plus l'image de celui qui était avec ses boulons et puis en même temps, vous donnerez tous vos... C'est ça. Non, parce qu'effectivement, l'ingénieur, comme vous venez de le dire, c'est que sa fonction a évolué en l'espace de quelques années. Le secteur industriel a fortement décru et donc la société de services, elle, par contre, est en pleine expansion. Oui, mais c'est pas une richesse pour l'État que... C'est pas forcément une plus-value, c'est pas plus-value, voilà. Humaine, sur le plan humain. Le service, c'est tout le modèle anglais. Ouais. Et le modèle anglais, on en voit les limites aujourd'hui. Oui. En fait, il me fait peur, parce qu'on a utilisé SAP chez Bombardier. Jamais on a parlé des problèmes que nous pourrions avoir en changeant ce logiciel, en l'adaptant à nos besoins. Il y a une chose que tu n'as pas dite, par contre, c'est
tu l'as dit au départ, ta solution est sécurisée, c'est-à-dire que les transferts de données sont très sécurisés. entièrement sécurisé. Et donc, parce que les personnes, un industriel, quand il va voir que son poste de travail, son serveur, est en communication avec la solution donc SimWise qui se trouve à quelques kilomètres de là, va se poser la question de la sécurisation des données. Est-ce que mes données transmises sont sécurisées? Est-ce qu'on peut les pirater? Tout ça. Bon, il faut déjà comprendre avant de poser ce genre de questions, je pense. Ça saute pas aux yeux, je trouve, comme problématique. Mais comme on en parlait, la sécurité, c'est un sujet d'avenir pour les ingénieurs. Donc, mais oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Enfin, voilà. On rend l'antenne vers 24, 25, donc il nous reste un peu moins de 10 minutes. Bon, ça va. Ça s'appelle Over the Rainbow, je crois, celle-là. Hein. Bon, bah, vous êtes prêts? C'est bon? Allez, c'est parti. C'était Mélodie Gardot avec Over the Rainbow au bar de l'économie sur IDFM. Je suis toujours en compagnie de Patrick Selos, de Jean de la Vallée et de Jean-Claude Couberman pour parler l'ingénieur d'aujourd'hui. Et justement, on va maintenant passer à l'industrie d'aujourd'hui. Avec vous, Jean-Claude Couberman, où en est-on de l'industrie en France? On dit que l'industrie n'investit pas suffisamment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on a fait des progrès? Où en est l'industrie 4.0? Alors, industrie 4.0, quand vous dites on n'investit pas suffisamment, on ne va pas assez vite, à mon avis. C'est surtout ça. On ne va pas assez vite. On parlait des changements tout à l'heure qui sont importants dans plusieurs domaines. Alors, il y a un domaine qu'on n'a pas cité, entre parenthèses, c'est le domaine de l'automobile. On parle du véhicule autonome qui verra le jour dans quelques années, quelques mois. Bon, il y a encore des mises au point nécessaires. Mais là, nous avons besoin de spécialistes, d'ingénieurs capables d'expliquer et de mettre en place les outils qui seront nécessaires justement pour mettre ces véhicules à la disposition. Et le plus difficile, ce n'est pas le problème technique, c'est le problème du comportement, c'est le problème de faire parler les voitures entre elles, ou bien les utilisateurs. Il y a des croisements à des carrefours, ou bien quand il y a de la population à côté, j'imagine que c'est pas simple. Ça démontre un petit peu. Mais en fait, on va arriver dans le monde du futur comme on s'était imaginé dans les livres de science-fiction, ou dans les dessins, là on voyait des voitures qui étaient toutes seules, il n'y avait personne à côté. C'est ça pour vous? Vous y croyez? Vous croyez que ça va vraiment marcher à fond? J'y crois, sous réserve de développer les bonnes fonctions de sécurité qui seront à mettre en place. Et on en parlait déjà il y a 3 ans, donc c'est pas récent, avec lors pas d'un congrès, mais dans la semaine de l'industrie auquel IESF Île-de-France a participé. Dans cette semaine de l'industrie, un des intervenants qui était M. Christian Rousseau de tête chez Renault, et qui est un des directeurs du développement au niveau des véhicules autonomes, disait le problème il n'est pas technique. Le problème est vraiment au niveau du comportement et de savoir comment on va faire évoluer les véhicules entre eux. Et on peut imaginer, alors moi j'étais très surpris d'entendre parler un des patrons d'Airbus qui disait mais on viendra bientôt chercher les gens à leur porte pour les emmener dans tel ou tel endroit, ça va être formidable. C'est extraordinaire, oui, je ne sais pas comment ça va marcher. Mais en même temps, c'est incroyable ce que vous dites, parce que vous dites, c'était il y a longtemps, c'était il y a 3 ans, mais c'est rien, 3 ans. Oui, c'est vrai, je me suis trompé, c'est du court terme. Mais, et d'où l'intérêt de faire, alors je reprends les 3 ans parce que ça me paraît important. Oui, mais ce qui est incroyable, c'est que vous dites 3 ans, c'était déjà il y a longtemps. C'est comme quoi on a vite oublié, on oublie vite. Donc ça va très vite en fait, c'est ça que vous voulez nous dire. Et d'où, alors je parlais tout à l'heure de cette gestion prévisionnelle des besoins et des compétences. C'est des gestions que nous avons à faire d'une manière permanente. C'est une gestion à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, en 20 ans, j'en sais rien. 20 ans, c'est loin. Et pourtant, c'est court, c'est demain. Donc, cette gestion prévisionnelle des compétences et de l'évolution des besoins, c'est surtout ça qui est important, est tout à fait à mettre en place et à communiquer. Et autant dire qu'il faut que les entreprises sachent leurs besoins à court et moyen terme, et il faut également qu'on le décline
au niveau des élèves. D'où Elles n'anticipent l'intérêt- pas, les entreprises n'anticipent pas assez. Insuffisamment. Insuffisamment. Il y a des besoins, alors c'est facile à dire, mais c'est pas facile non plus à prévoir. Je peux vous le dire pour l'avoir expérimenté, parce qu'on en parlait déjà il y a plusieurs années en arrière, et c'est pas toujours évident de dire dans 10 ans, ou dans 5 ans, ou même dans 3 ans, je vais avoir besoin de telles compétences, d'où des besoins de formation. Alors, je reviens à l'ingénieur, aux entreprises. Déjà, il y a un problème, pas un problème, mais il y a une amélioration des communications à faire. Il faut que l'entreprise soit beaucoup plus présente dans les universités, dans les écoles. Et vous parliez de vos interventions dans les écoles auprès des élèves de 3e et de 1re. J'ai toujours été surpris, pour en avoir fait quelques-unes, j'en ai pas fait beaucoup, mais à chaque fois de l'intérêt des élèves envers les futurs métiers. Et rien de tel qu'une entreprise qui vient présenter ses métiers au cours d'un forum, au cours simplement de présentation d'un plateau sur lequel l'entreprise vient expliquer ses métiers. Les élèves sont assez friands de cette expérience, surtout quand on parle de voitures autonomes, surtout quand on parle de lancement de fusées, etc. Il y a toujours un intérêt pour la connaissance. Et de là sont déclinés les futurs métiers. On y vient. Et ces entreprises les entreprises doivent être comme les écoles, comme les collèges, comme les lycées, à l'écoute de ça. Donc il faudrait que les entreprises développent un nouveau métier, finalement, c'est celui qui va aller exposer. Il faut l'exposer. Alors IESF fait beaucoup. Les métiers de l'entreprise. Il y a d'autres, je pense au MEDEF qui fait énormément de choses dans ce domaine-là, mais IESF fait beaucoup dans la présentation des métiers d'ingénieur et du scientifique. Patrice en parlait tout à l'heure. Nous avons un secteur qui s'appelle PMIS, promotion des métiers d'ingénieurs et des scientifiques, qui est décliné dans les régions d'ailleurs, parce qu'il y a l'Île-de-France qui va. Il faut aller très très vite dans ce domaine-là et il faut accélérer. Et encore une fois, cette présentation des métiers, on oublie que les carrières du scientifique sont quand même intéressantes à poser. Bien sûr. Et alors pour revenir à l'industrie, donc pour vous, l'industrie 4.0, c'est maintenant ou c'est demain? Ou est-ce qu'on est déjà un pied dedans? Non, alors là, on a un pied dedans, donc vous confirmez. Absolument. La France n'est pas en retard. Hein. Donc là, par la contre... France n'est pas en retard, mais des pays comme la Chine et les États-Unis, dont on parlait tout à l'heure, oui, ce sont nos challengers. Ce sont nos challengers. Alors, pour conclure, peut-être on va repasser la parole à Patrick Solos. Donc, pour conclure sur ces métiers des chercheurs et des ingénieurs, parce qu'il ne faut pas oublier les chercheurs, bien sûr, on en a besoin. Donc là, c'est plus de travail en commun, c'est ça le futur? Alors, le futur, effectivement, il vient d'être esquissé par Jean-Claude, notre sage, et donc qui est une symbiose, comme je l'évoquais tout à l'heure, entre l'ingénieur et donc le métier de chercheur. Hein, les chercheurs ne sont pas des gens qui cherchent sans trouver. Non. Aujourd'hui, les chercheurs se doivent de trouver des réponses aux préoccupations de demain. Et puis surtout, l'ingénieur d'aujourd'hui, ça n'est plus l'ingénieur de demain. C'est ça aussi que vous voulez dire. Tout à fait. C'est plus du tout. Alors, ce que l'on peut tout de même rajouter presque en conclusion, c'est que au niveau de l'Île-de-France, quand on regarde au niveau des métiers qui sont en tension au niveau de l'Île-de-France, eh bien, figurez-vous qu'il y a donc les métiers du transport, qui posent des difficultés en termes d'ingénieurs, de recrutement, beaucoup de difficultés de recrutement, mais surtout également tous les métiers liés aux télécommunications. Ce qui est tout à fait logique quand on parle effectivement de l'industrie 4.0, donc les métiers de la télécommunication. Et enfin, vous avez donc les métiers, alors les techniciens diraient la fintech, donc les métiers de la finance, qui eux sont en complète... finance et assurance, oui, ça a été complètement modifié. Ça a été complètement modifié et on n'a pas compris jusqu'à maintenant comment allaient être ces métiers pour demain. Et vous avez tout de suite compris que quand on parle donc de l'intelligence artificielle avec les chercheurs, eh bien c'est le métier rêvé pour donner des solutions aux problèmes que nous rencontrons tous les jours. Alors, est-ce qu'on peut donner une aide à tous les jeunes qui se posent des questions? Est-ce qu'ils peuvent vous contacter quelque part pour que vous les aidiez finalement à s'orienter? Comment on peut faire pour faire avancer Jean-Claude en a évoqué, je dirais, une partie, la promotion, alors on appelle ça PMIS, la promotion des métiers pour l'ingénieur et du scientifique, des métiers de l'ingénieur et du scientifique. C'est donc une organisation qui est propre à IESF, et qui a pour vocation d'expliquer ce qu'est le métier à l'intérieur
des établissements scolaires, collèges et lycées. Il faut faire appel à nous pour le faire. Il faut faire appel à vous, on va sur Internet. On va sur Internet. On va rappeler l'adresse. Alors, Internet www, d'accord, iesf-idf.fr. Voilà, vous savez tout maintenant si vous voulez vous renseigner sur les métiers de l'ingénieur. On en reparlera au cours de l'année. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vais vous dire à demain. Et demain, on va parler culture. Il y aura donc Dominique Roland avec moi, le directeur du Centre des Arts, et puis aussi Frédéric Marquette pour le prix des 100 jours. Vous saurez tout demain. Bonne journée à tous. À demain. Merci. Merci. Et merci beaucoup pour votre présence au micro. Merci de nous avoir accueillis. Bah écoutez, il faut revenir plus souvent. Moi, je voulais qu'on signe une charte avec... parce que, comme je vous ai dit, nous sommes une... Oui.